Je suis Je Je suis, suis, je suis je suis médecin. médecin par passion. Bonjour, je suis le docteur Sophie Mazur, médecin de famille. Je vous souhaite la bienvenue dans ce balado de médecins par passion, un balado de médecins francophones du Canada. Donc, aujourd'hui, on va aborder le traitement préventif de la migraine en 2025. Qu'est-ce qu'on devrait faire en 2025? Pour qui, pourquoi et comment? Parce qu'il y a plein de nouvelles avancées là, à ce niveau-là. Alors, pour nous éclairer là-dessus, on est en compagnie du docteur Leroux, qui est neurologue spécialisé en médecine des céphalées. C'est une experte renommée dans le domaine des migraines. Donc, docteur Leroux a dirigé pendant 2 ans le programme des céphalées de l'Université de Calgary. Elle pratique à la clinique neurologique de Montréal et elle est chargée de clinique au département de neurologie de l'Université McGill. Dr Leroux a été présidente de la Société canadienne des céphalées et elle est la fondatrice de Migraine Québec et de Migraine Canada. Ses intérêts incluent la céphalée de Horton, la migraine vestibulaire et les approches holistiques dans les céphalées chroniques. Elle est impliquée aussi dans la promotion des meilleurs soins pour les migraines et pour les céphalées. Merci, Dr Leroux, d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'inviter. Donc, pourquoi est-ce que c'est important de parler et de parler de prévention et de prescrire de la prévention à nos patients? Ben, on va rappeler quand même que la migraine, c'est une maladie neurologique chronique, hein. Donc, c'est quelque chose qui atteint la personne sur des décades, souvent commence en assez jeune âge, parfois même durant l'enfance, puis va vous voler une journée à la fois votre vie, hein. Donc, la personne, pendant qu'elle a une crise de migraine, ne peut pas fonctionner normalement. Donc, il y a tout un spectre de sévérité. Donc, entre, ben, je ne suis pas très bien, mais j'essaie de faire ce que je peux, puis je fais ma journée, puis j'endure, jusqu'à je suis à l'urgence après une semaine de vomissements répétés, je suis déshydratée et ma vie va très mal. Donc, c'est vraiment une condition qui a un impact important sur notre société, sur la capacité de productivité, sur la qualité de vie de la personne, sur sa vie personnelle et familiale. Donc, c'est, comment dire, tu sais, moi, pourquoi je fais cette job-là, c'est parce que j'essaie de faire en sorte que mes patients aient des meilleures vies, hein, soient en meilleure santé dans leur vie générale. Donc, c'est la prévention de la migraine. Le but, c'est pas de guérir la migraine. La migraine, c'est pas une maladie que je peux enlever du cerveau de la personne. C'est de diminuer la fréquence et l'intensité et l'impact des crises chez une personne donnée. Alors, moi, c'est ça que j'ai en tête. C'est est-ce que je peux aider mon patient à vivre la vie qu'il veut, puis à avoir des meilleures journées, des meilleures qualités de vie? Donc, le but de traiter en prévention, c'est de diminuer les traitements de phase aiguë, de diminuer de diminuer les traitements qu'on va donner pour des migraines aiguës. Ben, diminuer le nombre de crises. Parce qu'en fait, des fois, quand on pense à prévention vasculaire, on va dire, ben, moi, je veux prévenir un événement qui ne s'est jamais produit, comme un AVC ou un infarctus, mais chez un patient qui est à risque de développer cette chose-là. En migraine, les patients migraineux, les événements se produisent régulièrement. Ils ont des crises plusieurs fois par mois. Donc, c'est une prévention un peu différente. En fait, on pourrait parler juste d'un traitement, du contrôle de la maladie, un peu comme on fait avec l'épilepsie, hein. On veut qu'il y ait le moins de crises possible avec le moins d'impact possible. Donc, c'est vraiment ça mon objectif clé, et ce, avec le moins d'effets secondaires possible pour la personne. Donc, quand est-ce que nous, en médecine générale, on devrait initier un traitement préventif au lieu de juste traiter les crises de nos patients? Alors, un des principes clés ici que je vais souligner, c'est que la prévention est sous-utilisée dans le traitement de la migraine. On a plusieurs études qui montrent que des patients qui auraient besoin de prévention n'en ont pas. Et ça, il y a plusieurs raisons. Donc, c'est entre autres parce que les patients eux-mêmes sont Des fois, ils réticents n'en veulent pas, ouais. à utiliser de la médication tous les jours Mhm. pour le reste de leur vie pour traiter leur migraine. Puis les médecins de famille, face à ça, vont dire, OK, ben regarde, c'est ta décision. Effectivement, les traitements ne sont pas parfaits. Donc, devant cette réticence-là, c'est malheureux parce qu'il y a beaucoup de patients, en fait, qui endurent des crises puis qui ont des impacts sévères, alors qu'ils pourraient recevoir une prévention. Alors, pour répondre à votre question sur l'indication, je vais me baser sur nos belles nouvelles lignes directrices canadiennes, le fruit d'un travail très important de la Société canadienne des céphalées, qui s'est attaqué en fait à une revue de littérature et a fait des recommandations cliniques avec des recommandations d'experts pour guider les médecins, dont les omnipraticiens, pour mieux traiter les patients. Alors, en gros, ben,
Il faudrait parler de prévention plus que ce qu'on le fait. Donc, je vous donne un exemple. Si la personne a 8 jours de crise par mois, qui sont, même si elles sont soulagées par le traitement de crise, donc un patient pourrait dire mon triptan fonctionne super bien, je ne perds pas ma journée. Mais à 8 jours par mois, on est à risque de développer de la chronicité, donc une augmentation de la fréquence et puis éventuellement peut-être des céphalées médicamenteuses de rebond. Donc, à 8, on évoque la prévention, même si les crises sont bien contrôlées. Si les crises ne sont pas bien contrôlées, donc le patient utilise des traitements de crise, mais perd quand même sa journée, alors là, à 4 jours par mois, une journée par semaine, on envisage la prévention. Alors moi, je vois beaucoup de patients qui vivent depuis une vingtaine d'années, puis qui ont 15 à 20 jours de migraine par mois et ils sont encore réticents à essayer un traitement préventif. Donc ça, je pense il y a du progrès à faire sur ce point de vue-là. Alors ça, c'est les indications officielles de prendre un traitement préventif. Est-ce qu'il y a mettons là, quelqu'un qui ne prend pas de prévention, à qui on n'a pas prescrit de prévention, qui fait 8-10 migraines aiguës qui sont traitées, est-ce qu'il y a du danger à avoir 8-10 migraines aiguës par mois si elles sont soulagées? Est-ce que, ou ça encourage la chronicisation, ou Alors, il faut toujours définir le terme danger. Donc, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que la migraine tue personne, qu'elle ne paralyse c'est dit? personne, ou je veux dire, presque. Là, il y a des gens qui ont des migraines hémiplégiques, c'est très rare. Mais tout ça pour dire qu'elle ne tue personne. La mauvaise nouvelle, c'est qu'elle invalide C'est ça. beaucoup de monde. Donc, il ne faut pas Ben, sous-estimer. on peut le sous-estimer si on veut, mais je veux dire, le coût social de cette Mhm. maladie-là est épouvantable. Je veux dire, l'Organisation mondiale de la santé reconnaît l'impact sur l'invalidité, la perte de productivité, la souffrance des individus, l'impact sur la scolarité, l'impact sur la vie familiale, comme Donc, je c'est l'ai pas souligné banal. tantôt. Donc, non, tu mourras pas, puis non, tu seras pas en chaise roulante, mais ta vie sera peut-être pas facile. Alors, je pense que c'est une des raisons pourquoi on se dit, ben, est-ce qu'il y a un risque? Le risque de chronicisation que vous avez évoqué tantôt, c'est la chronicité par définition, c'est une définition arbitraire, c'est avoir plus que 15 jours sur 30 de céphalée et migraine par mois, depuis plus de 3 mois. Donc, c'est une définition complètement arbitraire, mais c'est comme ça qu'on définit la migraine OK. dite chronique. Mhm. Et évidemment, ces patients-là, à 15, 20 et 30 jours sur 30, ça, c'est le 1 à 2 de la population générale qui souffre de migraine chronique. C'est beaucoup de monde. Et ces patients-là sont plus invalidés, ont plus de comorbidités de santé mentale qui sont causales ou conséquentielles, vont avoir un impact sévère, peuvent être même en invalidité. Alors là, ça, c'est la portion, c'est la fin du spectre, la version sévère de la migraine. On veut éviter que les gens aillent par là et on sait que quelqu'un qui passe la barre de 6-8 par mois, eh bien, a un risque plus élevé de chronicité dans l'année qui suit que la personne qui roule à 2-3 par mois, qui est quand même la majeure partie des migraineux. Il ne faut quand même pas oublier que les trois quarts des migraineux ne seront pas des gens qui vont avoir de la migraine chronique, vont avoir besoin surtout d'un traitement de crise. Mais ceux qui évoluent vers une fréquence élevée, ben là, sont à risque de chronicité et donc de fardeau plus important. Vous avez parlé des lignes directrices Mhm. tantôt. On les retrouve où, les lignes directrices? Ah, ben là, vous pouvez avec l'ami Google, là, vous pouvez faire une recherche Lignes facile. directrices, Ligne migraine? directrice, si vous tapez CGNS, le Canadian Journal of Neurological Sciences, les lignes directrices sont en accès libre sur le site du journal. Puis même si vous passez par PubMed, puis vous mettez Guidelines Canada, ligne directrice Ça se Canada, trouve, vous allez les c'est trouver. Puis 2020, c'est c'est récent, hein? 2024, là. 2024. C'est sorti tout à fait OK. tout récemment. Donc, Ouais. ça se trouve facilement sur Google. Oh oui, facilement. Génial. C'est bien écrit, puis c'est un document qui est simple à consulter. Je vous encourage à le mettre dans votre bibliothèque. Parfait. Donc, quand est-ce que nous, comme médecins de famille, quand est-ce que c'est le temps de prescrire une prévention? Alors, le scénario classique, là, c'est le patient migraineux qui vient vous consulter, puis il va pas bien, puis il vous demande des traitements de crise, puis il vous dit qu'il va pas bien. D'abord, première chose, faites un calendrier. Hein. Ça, moi, j'appelle le calendrier, c'est l'IRM de la migraine. L'IRM, ça donne rien, une IRM en migraine, parce que c'est électrique et chimique, donc on verra jamais les crises. Donc, moi, je dis aux gens, la migraine est invisible sur l'IRM, très visible sur le calendrier. Donc, que ce soit un calendrier papier que vous allez télécharger sur le site de Migraine Il y a des Québec, applications maintenant. il y a le calendrier Ouais, c'est canadien ça. des migraines, qui est une application qui est faite pour faciliter la vie de tout le monde, le patient et le médecin. Puis là, souvent, ce que vous allez voir, c'est quand le patient est dans votre bureau, puis il vous dit qu'il y a peut-être quelques jours de migraine par mois, puis il fait son calendrier, c'est souvent le double. OK? Donc, les gens vont vraiment observer qu'ils ne comptent pas leurs petits maux de tête, qui sont finalement des petites migraines.
Parce que les migraineux expérimentés, là, puis surtout s'ils viennent de familles de migraineux, là, eux autres sont habitués à ça, c'est normal. Maman allait se cacher dans le noir, papa vomissait. Puis ils ont une espèce d'auto-stigma ou de diminution de la perception de l'impact. Donc, le calendrier est révélateur. Puis, si les patients sont réticents à débuter un traitement préventif, ben moi, des fois, je mets un petit peu de supplément, hein, donc du magnésium, un petit peu de vitamine B2, je fais un calendrier. Le calendrier revient, puis là, on voit une fréquence, 4 mal contrôlées ou 8 bien contrôlées. Puis là, ben, on présente les options aux patients, puis on dit, écoute, le but, c'est d'avoir la moitié de ça à peu près, que tu t'améliores de 50 ou plus, que tes crises soient plus faciles à contrôler, que tu manques plus le travail. Donc, moi, je me renseigne souvent sur l'impact sur la vie familiale et Mhm. le travail, puis que, ben, au total, tu ailles mieux. Alors, c'est un peu, la première étape, c'est souvent ça, avant de commencer à discuter Calendrier, ouais, documenté. calendrier, puis juste un petit peu de soutien aux patients parce que je vous dis, les patients, ils viennent à reculons souvent, donc il faut les encourager pour leur dire qu'il y a un avenir meilleur possible parce que souvent, ils se sont fait dire qu'il n'y avait rien à faire. Ils ont vu leur famille, ils ont vu des proches, puis ils se disent, ben, c'est de la migraine, il n'y a rien à faire, je vais m'acheter mes 2 boquettes de Tylenol par mois, puis et là tombe La malheureusement dans céphalie l'anxiété, la chronique. dépression, la céphalie Ouais. médicamenteuse et toutes sortes d'autres problèmes. OK. Pratico-pratique, pour ce qui est des remboursements, par quoi vous commencez, là? Quelqu'un vient, vous décidez de Alors, prescrire une prophylaxie? Alors, c'est là que les lignes directrices nous aident Mhm. grandement parce que l'algorithme se simplifie. Donc, je vais vous mettre ça clair. On a 10 médicaments qui sont fortement recommandés pour la prévention de la migraine épisodique. OK? Donc, la forme chronique, c'est un peu différent. Et 11 médicaments qui sont faiblement recommandés. Très honnêtement, en première ligne, je ne recommanderais pas de prescrire des médicaments faiblement recommandés. Pas tant, Ils non? sont faiblement recommandés parce qu'ils ont moins d'évidence d'efficacité ou plus d'effets secondaires. Secondaire, ouais. Alors, on va laisser ça au neurologue. Donc, dans nos fortement recommandés, on a ceux qui ont besoin de formulaire, OK, parce qu'ils sont plus coûteux, puis ceux qui n'ont pas besoin de formulaire, donc c'est en général des molécules plus anciennes. Alors, les tricycliques, le bon vieux amitriptyline, les bêta-bloqueurs, donc là, on en a propranolol, métoprolol, nadolol, et le candésartan, qui est un peu moins connu, mais très efficace et très bien toléré. Donc, ça, c'est les médicaments qu'on peut prescrire sans formulaire. Et ensuite, on a les premières lignes, mais avec formulaire. Donc, on a nos 4 anticorps CGRP et notre GEPAN préventif, le ATO-GEPAN, qui sont dans cette grande et excitante famille du blocage du CGRP, donc une nouvelle approche pour prévenir la migraine qui est récente. Et en migraine chronique, je rajoute à ça la toxine botulinque, dite Botox, là, qui est un traitement aussi bien connu et très bien toléré. Donc, le topiramate a pris le bord. Le fameux Parce topiramate, qu'on en voit encore ah beaucoup. bien oui, mais c'est sûr. Et très honnêtement, le topiramate, c'est un médicament qui est efficace, mais mal toléré. Les patients appellent ça souvent du Dopamax. Et donc, c'est très malheureux parce que j'ai des patientes, moi, qui répondaient au topiramate, mais revenaient me voir en disant, écoute, je trouve pas mes Je trouve pas mots, mes mots, j'ai c'est pas ça. de mémoire, je fonctionne pas, sans compter le risque d'ostéoporose, le risque de lithiase rénale, et de l'acidose métabolique qui est parfois problématique, l'hyposudation, en tout cas. Ce n'est pas un médicament bien toléré et même parfois dangereux. Donc, c'est pour ça qu'on l'a rétrogradé, qu'on l'a mis dans les Dans les faibles faiblement qu'on va pas recommandés. utiliser, c'est ça. Et donc là, le guide, en date d'aujourd'hui, l'INES est en train de revisiter tout ça et nous espérons que le prochain guide de l'INES va refléter les lignes directrices et ne plus exiger d'anticonvulsivants pour l'accès au traitement comme les anticorps, l'atogépan ou la toxine botulinée. Parce que dans les antiépileptiques, en gros, là, il y avait topiramate, donc qui a été Mhm. rétrogradé. L'acide valproïque, qui est aussi une faible recommandation très mal tolérée. Moi, j'en prescris, mais très rarement. Et le gabapentin, qui n'est même plus recommandé parce qu'on a en fait maintenant des preuves d'inefficacité du gabapentin. Donc, on peut l'utiliser pour les douleurs de cou, ce genre de choses. Mais pas en Mais prévention en migraine. migraine, c'est Ça vraiment n'a plus pas sa un place. allié de première ligne. Puis auriez-vous des conseils là, pour nous guider sur l'utilisation des nouveaux anti-CGRP? Alors là, je pense que la clé de l'affaire, puis là, je m'adresse surtout à mes collègues omnipraticiens, c'est que c'est normal que, un, vous êtes débordé de nouvelles informations et il y a une crainte qui est naturelle et très, très importante. C'est nouveau. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que je peux les prescrire?
Donc, première affaire, vous pouvez les prescrire. Tout médecin qui est compétent pour traiter la migraine peut prescrire. Donc, des Donc, on fois, n'est pas obligé de les envoyer en neuro, que non. le neuro dise oui, puis qu'après ça, on les represcrit une fois par année. Voilà. Parce que OK. souvent, en fait, il y a des compagnies d'assurance qui sont neuro, puis là, qui vont dire non, 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 on veut que ce soit un Oui. neurologue. Alors, non, ce n'est pas vrai. Un médecin de famille et une infirmière praticienne, soit dit en passant, Mhm. peuvent prescrire ces choses-là. La deuxième chose, c'est une très grande crainte reliée au mot anticorps. Parce que dans la tête de bien du monde, anticorps, ça veut dire ça joue sur l'immunité du patient. Mais non, l'anticorps, c'est juste une façon de bloquer une protéine. Et donc, ces anticorps-là, les anti-CGRP, ne sont pas des immunomodulateurs. Alors ça, c'est quelque chose qui est très important parce que si on craint de nuire à notre patient, bien, c'est sûr qu'on n'y ira pas. Mais de facto, les anticorps sont maintenant prescrits de par le monde depuis plusieurs années. On est à des millions d'utilisateurs. Est-ce qu'ils ont des effets secondaires? Oui, ils peuvent en avoir, mais beaucoup moins que les molécules qu'on prescrit d'habitude. Et donc, un médecin de famille qui s'intéresse à la migraine peut tout à fait faire étape 1, tricyclique 1 et 2, donc tricyclique en désartant ou bêta-bloquant. Puis là, le patient roule encore à 6, 8 et plus jours. On dit, OK, parfait, on voit qu'un anticorps ou l'atogépan, qui est une forme orale, peut-être on est plus à l'aise à prescrire une forme Anticorps ou orale. antogépan, justement? Nous, à notre bureau, qu'est-ce qu'on Mhm. choisit quand on est rendu là? Ah là là. Alors ça, c'est beau d'avoir plusieurs options, mais Oui. ça pose beaucoup de questions. Donc d'abord, la première chose clé, là, c'est si vous avez une femme qui planifie une grossesse dans la prochaine année, là, l'anticorps, c'est pas un bon choix Non. parce qu'il faut les arrêter 5 à 6 mois d'avance. Donc là, l'atogépan pour bloquer le CGRP est un choix vraiment plus simple, hein. Donc ça, c'est la première chose, moi, qui me vient en tête, c'est ça. Ensuite, bon, on a une question de préférence du patient. Est-ce que le patient, ça l'arrange de prendre un injectable une fois par mois, mettons, ou d'avoir une perfusion? Ou il préfère, il haït les pilules, il haït les Puis il y a injecteurs, mieux de puis prendre lui, les pilules. il Ouais. préfère prendre une médication orale. Donc, si je vous dirais, c'est les principaux facteurs parce que leur efficacité est très similaire. Les profils d'effets secondaires sont relativement similaires. Donc, ça veut dire la constipation est l'effet secondaire le plus reconnu de cette classe-là. Puis pour les injectables, on a des réactions cutanées. Pour la perfusion, on peut avoir des réactions perfusionnelles. Mais au bout de la ligne, ce sont des molécules bien tolérées. Donc, c'est vraiment ça les différences. L'atogépan, il y a des petites interactions avec le cytochrome P3A4. Mhm. Donc, ça peut influencer pour un patient, par exemple, qui prendrait du Verapamil. Il y a toute une liste qui est dans Oui. la monographie. Le pharmacien peut vous assister. Mais au final, c'est ça. Donc, Puis, ça dépend du patient, puis il faut en parler au patient, il faut en voir parler au qu'est-ce que le patient. patient préfère. Puis, Oui, puis je comprends qu'il y a 4 anticorps. Donc là, l'idéal, c'est de se familiariser avec un. Toutes ces molécules-là ont des programmes de soutien patient OK. qui vous aident à gérer les demandes d'assurance. Donc moi, je travaille avec ces programmes-là. C'est très aidant. Donc mon message, c'est oui, vous pouvez les prescrire. Non, ils ne sont pas dangereux. Non, ce n'est pas des immunosuppresseurs. Puis moi, je les essaye. Même des fois, j'essaie un, puis l'autre, puis l'autre. Puis il y a une certaine variabilité interpatient de réponse. Donc, il n'y en a pas un qui va être plus efficace Non. selon vous. Ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Mais le dernier message, c'est écoutez, vous avez travaillé fort pour prescrire un tricyclique, peut-être avec des effets secondaires, pour prescrire un bêta-bloqueur. Le patient est encore pris. Le taux de réponse en migraine épisodique, c'est 50 à 60 d'efficacité. Et moi, quand je vois ces patients-là sur le bloqueur CGRP, puis ils me reviennent, puis des fois, on a des super réponses à 75 vous changez la vie d'une personne. Puis là, la personne va vous dire en toutes lettres tous les impacts positifs sur sa vie. Elle avait même oublié, cette personne-là, c'était quoi une vie normale. Puis, les gens qui sont couverts par des assurances privées, est-ce que c'est payé d'emblée par pas mal toutes les compagnies d'assurance? Alors, c'est payé avec l'obligation générale d'avoir essayé 2 molécules. Là, je prends pour acquis que le topiramate va débarquer. Oui. Mais la RAMQ a un formulaire de médicaments d'exception très simple. C'est on est très chanceux au Québec. Là, la RAMQ est généreuse de ce point de vue-là. Donc, on a accès aux anticorps et à l'atogépan Pour les patients RAMQ. pour les patients RAMQ et les assurances Mais privées. pour les patients assurance privée, donc, vous dites c'est 2, bon, il faut avoir échec à 2 En autres général, ils vont demander 8 prophylaxies. jours de base, donc 8 jours par mois. Mais donc, il faut remplir un migraine. formulaire Ouais. avant, c'est ça. Ouais. Donc, nous, concrètement, dans notre bureau, on ne l'a pas fait. On dit, ah, c'est bon, on a écouté Dr. Leroux, on va On prescrire va prescrire, ouais. des anticorps ou de l'atogépan, mettons. Euh, donc, on dit aux patients de trouver le formulaire, puis on remplit le formulaire. Puis il Alors, faut qu'il y ait eu, c'est ça? il y a 2 façons. La façon, vous pouvez dire au patient: «Amène-moi le formulaire, je vais le remplir». Ça fonctionne, il y a pas de problème. Mais moi, si vous vous familiarisez avec un anticorps ou avec Oui. l'atogépan, je vous invite à communiquer avec le programme de soutien patient. Parce que là, ils ont des infirmières, eux autres.
qui peuvent gérer, regarder comment le patient répond. Ils vont remplir les formulaires pour vous. Moi, je reçois des DocuSign dans ma boîte courriel. Donc, ça m'assiste de façon Donc, vraiment si importante. encore on est pratico-pratique, on est dans notre bureau, on s'est dit là, c'est beau, c'est fini, plus de topiramate, je suis rendu, je veux de la togépan ou des anticorps. Ouais. Quel anticorps, je vais prendre celui-là. On appelle le programme Ouais. de la compagnie. Puis là, il y a Puis, un formulaire d'inscription dans lequel vous allez. Ils sont dans la plupart des DMI, soit dit en passant. Là, moi, dans Omnimed puis dans Médecins, ils donc, sont on là. inscrit le Vous patient, inscrivez le patient, puis vous mettez qu'est-ce que le patient a essayé, puis sa fréquence de base. That's it. puis rendu Puis là, le programme va vous retourner les formulaires remplis. OK. Ils vont se renseigner avec le patient, c'est quoi leur compagnie d'assurance. Puis l'autre affaire qui n'est pas à négliger, c'est que les programmes de soutien patient donnent un copay, c'est-à-dire que si l'assurance court 80 bien des compagnies vont payer le 20 restant. Donc là, vous offrez à votre patient un bénéfice de ne pas avoir à payer ce montant-là. Quand Puis on fait affaire avec le programme. quand vous faites affaire avec le programme, par ailleurs, il y a aussi une certaine disponibilité du programme si le patient a des problèmes, par exemple une réaction cutanée ou des choses comme ça. La plupart de ces programmes-là ont des Il y a des infirmières sites ou in-house que le des patient peut téléphones. contacter. Exactement. Donc, moi, je vous invite à, ben, tu sais, si vous choisissez un anticorps ou la togépan, à contacter le programme puis regarder avec eux clairement c'est quoi le formulaire, comment faire. Vous vous lancez, vous en prescrivez à 10, 20 patients, puis là, vous allez les voir, les répondeurs, puis je pense que ça va vous encourager. Moi, ça a changé ma pratique. Et la même chose pour la toxine botulinque. By the way, c'est la même chose, mais ça demande un protocole d'injection. Donc, je Mhm. pense que c'est en première ligne, c'est peut-être pas quelque chose qui va être fait. Mais voilà, donc la prévention migraineuse là, a évolué vers l'avant de façon spectaculaire. Je veux dire, moi, mon taux de succès dans mon bureau a doublé. Je veux dire, je vois des patients qui sont des miraculés, qui n'en reviennent pas, qui Qui ont sont eu des migraines contents. pendant X années, puis là, ils font comme ah. Ben oui. Puis à ceux d'entre vous qui disent, ben écoutez, moi, je suis pas à l'aise de prescrire, mais si un patient vous est retourné stable sous anticorps, ben ça nous aide, nous, les neurologues, de pouvoir retourner les patients sous anticorps à leur médecin de famille en disant, écoute, prends en charge les represcriptions, juste les renouvellements d'assurance, parce que ça nous permet de voir De des voir nos autres nouveaux patients patients. qu'on veut faire voir. Voilà. Alors, peut-être que vous n'êtes pas tout à fait à l'aise de prescrire, mais si quelqu'un vous retourne ces patients-là, ben, ça va vous donner un petit point de vue, puis peut-être vous montrer qu'en fait, c'est pas si complexe. En fait, c'est de le Euh, partir une fois qu'on l'a fait quelques fois. Après ça, ça voilà. devient C'est comme comme une tout le habitude. reste. Puis il C'est y en comme a tout le reste, tellement oui. à C'est faire. ça l'idée. Mais sérieux, moi, je dis aux gens, laissez-vous convaincre, voyez les succès. Et c'est les lignes directrices canadiennes. Donc là, nous, à l'Association des neurologues, ben, en ce moment, on parle de conseils numériques, de consultes asynchrone, Mm. de collaboration avec les pharmaciens, de collaboration avec les omnis. Mais si un omni nous pose la question, un patient a pris candesartan tricyclique, qu'est-ce que tu fais? Ben moi, ma réponse, Ça, ça va être un anticorps ou voilà. atogépan. Alors, est-ce qu'on est capable de transférer, de vous soutenir dans la prise en charge des patients pour que les omnis qui sont le plus intéressés en migraine ajoutent cette corde-là à leur À leur arc? arsenal, oui. Ben, allons-y, mais tu sais, nous, on veut être disponible puis on veut le soutenir parce qu'on s'entend qu'il peut y avoir des effets secondaires. Vous dites, c'est-tu ça, c'est-tu pas ça? C'est nouveau. Donc, en collaboration, je pense qu'on va y arriver parce que moi, c'est rendu, je me dis, je voudrais aller m'asseoir sur le coin de la rue puis dire, voulez-vous que je traite vos migraines? Je veux dire, la quantité de succès, pas tout le monde, évidemment. Le CGRP n'est pas la cure miracle de tous les migraineux, il ne faut pas Mais il l'oublier. y en a beaucoup qui Mais attendaient depuis quand des tu as une années. belle Ouais, c'est ça. réponse, puis moi, j'ai des réponses chez des madames de 85 ans, là, Ah, OK? c'est fou qui ont des migraines Puis qui depuis ont l'âge des de migraines 15 ans. depuis l'âge de 7 ans. Ah, c'est fou. Puis que là, ils viennent me voir, puis ils sont. Tu sais, ça se traduit pas en mots ce que ces personnes-là vivent quand Puis, ils vont mieux. puis là, on parlait des assurances privées, mais RAMQ, c'est pareil aussi. Oui, Les absolument. patients, pas patients d'exception. Non, Patients non, médicaments d'exception, tout simplement, puis ça va être accepté. Oui, OK. très simple. Je veux dire, le site de la RAMQ est bien fait là-dessus. Alors, puis nous autres, on a même commencé déjà à les titiller pour un code. Mais bon, peut-être que ça On peut arrivera toujours pas. On rêver. peut toujours rêver. Mais voilà, donc, vraiment des beaux progrès. Puis des fois, les gens vont me dire, mais est-ce que c'est pas miraculeux pour tout le monde? C'est sûr que j'ai des patients où je combine différents traitements, un petit peu d'amitriptyline, ça aide. Des fois, le candesartan a fait quelque chose, l'anticorps ajoute. Des fois, je combine la toxine avec un anticorps. Mais ça, c'est de la médecine de spécialité. Mais en première ligne, d'ajouter cette technique-là, Ça devrait faire partie de notre arsenal de sérieusement, base. je puis il pense faut que qu'on le fasse. ça va vous donner des belles histoires à raconter dans vos bureaux. Ouais. Excellent. Donc, merci beaucoup, Dr. Leroux. Information très précieuse. Merci à vous d'avoir écouté notre balado sur le traitement préventif de la migraine en 2025. Qui, pourquoi, comment? Donc, je vous invite à rester à l'affût des annonces de médecins francophones sur nos réseaux sociaux et sur le site médecinfrancophone.ca. Merci, Dr. Leroux. Ça m'a fait plaisir.